Hola tout le monde. Allô, 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 comment vous allez? Je suis fatiguée. On a eu une journée d'études. J'ai passé toute la journée à étudier aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez. J'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai pas beaucoup de voix, mais je tenais quand même à poursuivre nos matières, nos connaissances sur le management. Bonsoir Raymond, bonsoir Néphar. On a des chefs d'entreprise qui se connectent avec moi ce soir. Restez connectés, on va toucher, on va parler de sujets qui vous touchent, le management, la gestion, tout ce qui est dans l'entreprise. Donc, être un gestionnaire, qu'est-ce que c'est? Ça fait déjà quelques semaines qu'on a commencé à parler du management. Deux semaines à peu près qu'on a commencé à parler du management. Donc, avis à toutes les chefs d'entreprise, notez que j'ai dit toutes les chefs d'entreprise, tous les chefs d'entreprise, aux gestionnaires, à ceux qui vont avoir des décisions à prendre, des décisions de gestion à prendre, restez avec nous, partagez le live, on ne sait jamais qui pourrait en profiter. Donc, je vais commencer par saluer Sharon, ma coéquipière d'études, une de mes coéquipières d'études qui fait un travail colossal à nous expliquer et à nous faire des beaux petits tableaux comme ça. Donc, même si vous ne connaissez pas Sharon, on lui donne une bonne main d'applaudissement. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une nouvelle matière. On parle toujours de management, mais à ce moment-là, on va parler de cadre, pas de cadre, oui, de cadre technique, mais dans une perspective technique. Je vous explique. On a parlé du management. On a dit que c'était un ensemble de solutions pour venir à trouver des solutions justement pour des défis qui sont dans n'importe quel contexte socio-économique. On a dit qu'il y avait 4 périodes de temps dans lesquelles, oui, Néphar, good job Sharon, 4 périodes de temps dans lesquelles on a pensé à ces solutions-là. Vous pouvez aller les voir dans mes autres lives. On a aussi parlé des 3 logiques d'action, soit traditionnelles, formelles et charismatiques, que vous pouvez aller revoir dans les autres lives qu'on a faites la semaine dernière. On a même parlé de l'environnement. Donc, afin de comprendre et afin de bien gérer, de faire un bon management, faire une bonne gestion, il est primordial d'étudier et de comprendre l'environnement dans lequel grandit cet organisme-là. Donc, on a parlé de l'environnement global et on a aussi parlé de l'environnement d'affaires. Dans l'environnement global, on parle des normes et des contextes sociétaux. On parle du PESTEL, qui est une manière d'analyser le contexte politique, contexte économique, socio-culturel, le contexte technologique, le contexte écologique, ainsi que le légal. S'il m'en manque un, Sharon, please tell me. Donc, on a vu les environnements, la manière de voir l'environnement global. On l'a vu sous toutes ses formes. On a parlé de travail motivant, on a parlé de travail collaboratif, travail créatif. Donc, qu'est-ce qui se passe autour de l'entreprise? On a aussi parlé justement de l'environnement d'affaires. Donc, c'était un petit peu plus précis par rapport à tout ce qui était le PESTEL là, dont je vous parlais tout à l'heure, les parties prenantes. Qu'est-ce qu'une partie prenante? Ce sont des parties, des personnes, des organismes qui influencent ou qui sont influencés par les actions de notre entreprise. Donc, les parties prenantes, on a dit qu'ils pouvaient mobiliser ou influencer plusieurs aspects comme les contraintes formelles, le recours aux médias. Ils peuvent avoir un accès direct à l'organisation. Donc, on a parlé, comme on disait tout à l'heure, des 2 environnements, donc global et l'environnement d'affaires dans lequel on rentre encore plus en ce moment. Il faut se souvenir que l'environnement global et l'environnement d'affaires où est-ce qu'on évalue les concurrents. On avait parlé des concurrents directs, indirects et les potentiels. Donc, l'environnement d'affaires et l'environnement global sont 2 aspects à travailler. Il faut travailler avec ces 2 aspects-là pour bien comprendre où s'en va l'entreprise qu'on gère ou l'entreprise qu'on veut fonder et comment est-ce qu'on va la gérer, comment on va faire notre management. Nous sommes à présent rendus dans
le contexte de l'organisation. Tout à l'heure, on parlait du contexte de l'environnement. Maintenant, on va être rendu dans le contexte de l'organisation. Donc, une manière d'évaluer l'organisation ou de même penser à comment est-ce qu'on veut faire notre organisation ou notre entreprise. Et on parle donc des perspectives techniques. Les perspectives techniques sont des balises, sont des manières de faire qu'on va respecter, qu'on va grandir sur différents cadres. Lorsqu'on parle de cadres, on va les énumérer un peu plus tantôt, mais tout ça pour dire que ça devient un système. L'entreprise devient un système technique, avec des termes techniques qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, ça commence par 4 cadres. Le premier cadre qu'on voit, c'est le cadre juridique. Le cadre juridique, il s'agit de la mission. La mission, c'est les intérêts à servir ou bien les responsabilités à assumer. Donc, on parle de la mission qui s'amalgame avec l'environnement, qui exerce donc de la pression ou bien qui montre les opportunités ou les menaces à l'organisation ou à votre organisme, à votre entreprise. Alors, on dit que justement, cette mission et l'environnement guide la gouvernance qui est notre haute direction, le CA, le CE. Donc, ça guide la gouvernance afin qu'elle soit le plus légitime possible. Elle le guide comment? Elle le guide soit par on les guide comment, hein? Les guide par des instances de direction, donc elle décide quelques politiques, des procédures, des règles, des codes. Donc, c'est de cette manière-là qu'elle va guider afin que les intérêts à servir et les responsabilités à assumer soient bien compris et donc bien assumés et bien servis pour exercer le plus de légitimité possible. Lorsqu'on parle de légitimité, on parle de plus souvent de devenir ou de parler en fait du développement durable. Le développement durable, ça a 3 piliers. OK? Donc, on a le côté écolo, on a le côté donc écologique, économique et social. Ces 3 piliers-là, c'est important de savoir un peu comment ils fonctionnent parce que c'est ça qui va faire notre développement durable. On se rappelle, la légitimité, on vise le développement durable. Donc, si vous êtes capable d'atteindre votre côté écologique et votre côté économique, alors à ce moment-là, on parle d'une entreprise qui va être viable. Si vous êtes capable de rejoindre le côté écono et le côté social, à ce moment-là, ça devient une entreprise qui est vivable. Si vous êtes capable de retrouver dans votre entreprise le côté écolo et social, on parle donc d'une entreprise équitable. Et si vous êtes capable de rejoindre le côté économique, écologique et social, vous avez une entreprise à développement durable. Donc, c'est là la légitimité et c'est vers là qu'on veut se rendre. C'est pour ça qu'on a un cadre technique qui nous donne la mission, c'est-à-dire les intérêts à servir ou bien les responsabilités à assumer, qui guide notre gouvernance vers pas stratégie, mais vers des procédures ou vers des règles, des codes qui vont faire en sorte que nous soyons le plus légitimes possible. Deuxième cadre, on a le cadre stratégique. Encore une fois, on prend notre environnement global et d'affaires, on prend notre mission et cette fois-ci, on ajoute les capacités stratégiques, c'est-à-dire les ressources, les compétences et les produits. Donc, ça, c'est les capacités stratégiques. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ben, ça dessine le métier. Okay? Quand je dis ça dessine le métier, en fait, c'est qu'il y a trois étapes afin d'accroître notre compétitivité. Tout ça, en fait, le cadre stratégique, c'est pour accroître la compétitivité. On met en place un ensemble de cohérence, on met en place des avantages concurrentiels. Les avantages concurrentiels, c'est ce qui nous démarque des autres entreprises, par exemple. Donc, on répète que le cadre stratégique, on implique les environnements, donc affaires et global, on implique la mission et maintenant les capacités stratégiques, donc les ressources, le produit, les compétences, qui vont permettre à la haute direction de mettre en marche des stratégies de cohérence. Donc, tout doit être cohérent et
d'avantages concurrentiels. Qu'on se rappelle, l'avantage concurrentiel, c'est ce qui vous démarque des autres, hein, de la compétition. Tout ça pour accroître la compétitivité. La stratégie, en gros, c'est quoi? C'est 3 étapes. Il faut analyser 3 pôles stratégiques. Les 3 pôles stratégiques sont la mission, l'organisation et l'environnement. Quand on analyse ces 3 pôles-là, ça nous fait, on pense en fait des rencontres des 3 pôles. On parle de la mission. Si la mission, qui est les obligations et la responsabilité, rencontre notre organisation, on dessine le métier. Donc là, on parle de l'efficacité. Les obligations, eux autres, qui sont les forces et les faiblesses de notre entreprise, si ça vient rencontrer notre côté environnement, alors on vient de dessiner le positionnement concurrentiel. Et si notre environnement, qui sont nos normes, nos tendances, nos occasions ou nos menaces, vient rencontrer notre mission, qui était en premier lieu, alors à ce moment-là, on obtient le positionnement social, donc la légitimité. C'est un peu dans ces rôles et dans ces pôles-là qu'un gestionnaire, qu'un manager va orienter ses actions. 3e cadre, c'est le cadre structurel. À ce moment-là, on met l'environnement, la mission, la stratégie et on vient entrer en fait la stratégie qui, on se rappelle, c'est ça qui nous offre la capacité et les objectifs. On vient introduire la structure. La structure, c'est quoi? La structure, ce sont les rôles et les départementalisations. On va la voir. C'est ça qui rend possible les allocutions des ressources. Par allocution des ressources, on parle de la hiérarchie ou bien, encore une fois, des départements. Donc, c'est la structure qu'on commence à mettre sur pied. On a une hiérarchie, on fait différents départements. Alors, à ce moment-là, si on a l'allocation des ressources grâce à notre structure, donc grâce au rôle et au département qu'on a créé, on essaie de devenir, grâce à ça, le plus efficace possible. Bien entendu, les structures, il y a des manières de le faire. Laissez-moi prendre une petite pause, une gorgée. D'ailleurs, je vais juste vous présenter un produit local. Ça vient de Laval. C'est comme du cidre, mais ça ne l'est pas. Bref, comme on disait, ces structures-là, il y a 3 structures classiques qu'on utilise de nos jours. On a par fonction, donc une structure qui fonctionne par fonction. On a un directeur qui émet la mission et aussi émet les objectifs. Et ça vient se répertorier sur les différentes personnes qui jouent des rôles dans cette structure-là. Donc, les différents départements aussi, c'est-à-dire on peut voir comme exemple des départements de production, département de marketing, quoi d'autre, département des finances. Mais tout ça vient d'un seul et même directeur qui donne la mission et les objectifs. C'est une manière de faire qui est la plus commune, c'est considérée la plus efficace aussi. C'est fondé sur la spécialisation et l'expertise de chaque département. Donc, les ordres, les communications, comme on disait tout à l'heure, viennent de même et unique direction. Et ça augmente beaucoup la productivité parce qu'on a le même langage. Quoique, dans un autre ordre d'idée, dès que les départements n'ont plus le même langage ou n'ont plus le même objectif commun, on risque de voir des conflits. Donc ça, c'est la structure par fonction. Par la suite, on a la structure par division, qui, celle-là, en fait, comme elle dit, c'est qu'il y a plusieurs divisions. On a un directeur qui a plusieurs divisions, donc que ce soit des corpos ou des franchises, ils ont plusieurs divisions. Et dans ces divisions-là, chaque gestionnaire doit introduire sa logique fonctionnelle. Chaque gestionnaire doit montrer sa manière pour arriver aux buts et aux objectifs donnés par la grande direction. À cela, on peut ajouter que ça permet d'avoir une lecture attentive aux besoins autant de la clientèle que le marché, que les employés. Donc, on est capable de s'ajuster aussi rapidement aux changements.
Par contre, ça peut devenir très complexe d'avoir un directeur, d'avoir un chef de département. Ça peut devenir complexe et par la complexité, on peut avoir des problèmes de coordination. Pensez à trop de chefs et pas assez d'Indiens. Et le troisième, en fait non, c'est pas vrai. Pensez pas à trop de chefs, pas assez d'Indiens. C'est pour le troisième justement. La troisième structure, je vous rappelle, hein, je vous ai dit que j'étais fatiguée. La troisième structure, elle, c'est la structure matricielle. La structure matricielle nous a donné bien du fil à retordre en classe afin de comprendre, mais avec un petit recul, j'ai cru comprendre, et je comprends maintenant, Sharon, listen to that, c'est une structure qui est en fait un mélange de la fonction, de la fonctionnelle et de la divisionnelle. Pourquoi? C'est très simple, parce que la fonction matricielle, elle est propice pour des projets, et non pas nécessairement une entreprise qui a une mission, mais pour des projets qui vont s'ouvrir et qui vont se fermer, des projets qui sont peut-être à long terme, mais qui vont avoir une clôture quand même. La fonction matricielle, elle est flexible et adaptée aux organismes qui sont innovants. Comme on disait, c'est par projet, la plupart du temps dans les innovations, c'est des projets d'innovation. Par contre, ça peut conduire à des gros problèmes de coordination et c'est là qu'on dit trop de chefs et pas assez d'Indiens. C'est une structure que je vous montrerai, vous ne comprendrez même pas. On a notre directeur, on a des divisions, puis à travers ces divisions, on a des départements. Donc, de là étant qu'on peut dire que ça peut être conflictuel par rapport aux ordres et aux objectifs qui nous viennent de notre division et aussi des départements. Donc, trois structures classiques pour terminer dans notre cadre structurel. Et notre dernier cadre, c'est le cadre opérationnel. Le cadre opérationnel, si vous êtes employé comme moi, pensez à vous. Donc, le cadre opérationnel, on entre l'environnement. On se rappelle que l'environnement, c'est les occasions ou les menaces. On entre la mission, qui est les intérêts ou les responsabilités. On rentre la stratégie, qui sont les rôles et les départements. C'est tout ça, stratégie? Ouh là là, ça va mal aller dans l'examen si je suis fatiguée comme ça. Donc, la stratégie, comme on disait, qui est les ressources et les compétences, donc les produits. Et maintenant, on a ajouté tout ce qui est structurel, donc les rôles et les départements. Tous ces quatre éléments-là jouent sur notre capacité, c'est-à-dire la force productive. La force productive, c'est la capacité de réaliser ou de livrer un produit ou un service. Cette capacité-là, on parle des ressources, des activités, des processus, ça peut grandement inciter à ce qu'on augmente la productivité. Et par incitation, on a des incitatifs comme la rémunération ou des indicateurs, donc comme des indicateurs de performance, par exemple. Ça, c'est notre cadre opérationnel. Sans le cadre opérationnel, il n'y a pas de productivité. Sans le cadre, c'est lequel on a fait, sans le cadre structurel, alors à ce moment-là, on perd l'efficacité. Notre cadre stratégique, lui, il vient apporter la compétitivité et notre cadre juridique vient apporter la légitimité. Donc, dans notre prochain Karma 10 Minutes, on va pouvoir parler des perspectives sociales qui touchent un peu plus les gens. On va toujours parler de politique, mais on va rajouter des mots comme symbolique, psychologique, c'est quoi l'autre mot? Et cognitif. Donc, rappelez-vous, au niveau des cadres techniques, on a le cadre juridique qui s'agit de la mission qui agit sur la gouvernance pour atteindre la légitimité. Dans notre cadre stratégique, c'est en fait pas la mission, le cadre stratégique doit agir sur la compétitivité. On parle des capacités stratégiques qui vont jouer sur la stratégie. Dans notre cadre structurel, il s'agit en fait d'aller avec nos capacités structurelles, nos ressources, nos compétences, nos produits qui vont jouer sur la structure. Donc, on a vu tout à l'heure, on a trois grandes structures classiques par fonction divisionnelle ou la matricielle. Donc, ça va venir jouer sur l'efficacité. Et en dernier lieu, notre dernier cadre, c'est le cadre opérationnel qui, en fait, c'est très simple. Ce sont
Je vais vous dire ça tout de suite. Hein. Ce sont les forces productives. Donc, les forces productives, on a dit tout ce qui va faire en sorte qu'on soit productif. Donc, la plupart du temps, c'est les employés, mais nos compétences et les ressources et puis les départements. Donc, toutes ces structures-là, ces forces productives, pardon, qui vont venir jouer sur les incitatifs, que ce soit la rémunération ou bien les indicateurs de performance, pour aller chercher le plus grand niveau de productivité. Mesdames et messieurs, mon étude ne faisait que commencer. Je vais continuer avec le chapitre sur la perspective sociale. Je vais vous en présenter quelques-uns demain. N'oubliez pas d'aller sur YouTube et puis vous abonner sur la page YouTube. C'est J'aime Karma de la même manière. Merci beaucoup de m'aider à faire ma révision avec vous. C'est très apprécié parce que le succès de mon prochain, c'est mon succès. Je vous dis bye tout de suite, je suis extrêmement fatiguée puis je sens que je vais dire des conneries encore plus ou bégayer ou me tromper dans ma lecture. Alors, bye!